À Paris, le magazine de la ville de Paris. À Paris, le magazine, printemps 2021, numéro 75. À la une, soutien, offre, formation, priorité à l'emploi. Stationnement, quelle organisation pour demain ? Culture, carnavalet et prêt. Au sommaire, Paris Express, dépister et vacciner, la combinaison gagnante. Simone Veil, l'expo événement, retour sur la 4e nuit de la solidarité. Focus, 7 questions sur la nouvelle police municipale parisienne. 3 nouveaux jardins à arpenter. Grand angle, l'emploi au cœur des priorités. Les mesures de soutien à l'économie et à l'emploi. Comment Paris stimule la formation. Paris recrute, reprendre le goût du travail. Découverte, le musée Carnavalet prêt à rouvrir ses portes. Ou faire du sport en extérieur. La Commune de Paris, tout un programme. De porte en porte, Paris se raconte. Tribune, les bons plans. À Paris, l'éditorial. L'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris, cap sur l'emploi. Lorsque le coronavirus est apparu dans nos vies, au début de l'année 2020, nous ne pouvions alors imaginer qu'il ferait encore partie de notre quotidien un an après. Aujourd'hui, cette crise sanitaire, économique et sociale affecte tout particulièrement les plus vulnérables d'entre nous. Qui plus est, avec l'impossibilité de se retrouver et le respect des mesures sanitaires qui s'imposent à toutes et à tous, je sais à quel point la situation peut peser sur votre morale. Pour que vous puissiez disposer de toutes les informations quant aux actions mises en œuvre par la ville pour soutenir nos entreprises et celles et ceux contraints de cesser leur activité, ce numéro est consacré à l'emploi. Paris est à vos côtés pour relancer votre entreprise, trouver une formation adaptée et proposer différentes offres de recrutement. Et parce que la vie parisienne continue, ce numéro recense les dernières actualités pour faire vivre la solidarité, le sport et la culture dans nos rues et donner toute sa place à la nature, essentielle à notre bonne santé et au Paris de demain. Ça, c'est Paris. Le 18 mars 1871, le peuple de Paris et la garde nationale fraternisaient avec une partie de l'armée sur la butte Montmartre. C'était le premier des 72 jours de la Commune. Au même endroit, 150 ans plus tard, l'artiste Dugudus proposait de faire revivre ces communards dans leur diversité, militants aguerris, simples anonymes du peuple parisien, intellectuels et ouvriers, femmes et hommes de tous âges. Paris Express, dépister et vacciner, la combinaison gagnante. Le dépistage et l'accélération de la vaccination sont au cœur de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Depuis plusieurs mois, il est possible de se faire tester avec ou sans rendez-vous dans de nombreux lieux parisiens, les centres de dépistage de la ville de Paris et des mairies d'arrondissement, les centres de santé de la ville de Paris, les laboratoires d'analyse médicale et les pharmacies. Quant à la vaccination, elle est accessible depuis cet hiver grâce aux 24 centres de vaccination de la ville, sur rendez-vous chez son médecin généraliste, auprès des pharmaciens et auprès de tous les praticiens médicaux. Des dispositifs de proximité sont aussi mis en place au cœur des quartiers populaires et en direction des personnes âgées isolées. Plus d'informations sur paris.fr. Mika a redonné des couleurs à Paris. Alors que les Parisiens sont privés de culture depuis plusieurs mois, l'artiste francophone a lancé l'initiative Redonner des couleurs à Paris en mars, en collaboration avec le Musée des Arts Décoratifs. Pendant 15 jours, les colonnes Maurice et les mâts-drapeaux de la capitale ont repris vie grâce aux œuvres de 10 artistes, dont l'une signée Mika et sa sœur Yasmine Penniman, illustratrice de métier. À la fin mars, ce sont les étudiants de l'EPSAA, l'école de communication visuelle de la ville de Paris, qui ont pris le relais. 10 de leurs œuvres, toutes sélectionnées par Mika, ont été affichées sur les mêmes supports jusqu'au 7 avril. Même si les musées et les théâtres sont fermés, les artistes qui ont fait de Paris leur atelier n'ont pas disparu. Ils sont toujours là et continuent de travailler. 2137 citoyens solidaires ont rejoint la communauté Paris en compagnie en 2020. Grâce à cette mobilisation inédite, ce dispositif peut poursuivre sa mission de lutte contre l'isolement des personnes âgées, particulièrement éprouvées par la crise sanitaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le www.parisencompagnie.org. Généralisation des 30 km/h, les Parisiens disent oui.
Paris a organisé une consultation publique pour étendre la limitation de vitesse à 30 km/h sur tout son territoire, hors boulevard périphérique et rues à priorité piétonne. 59% des Parisiens sont favorables à la mise en place de cette mesure, à la condition que certains axes restent à 50 km/h. La ville va désormais engager des discussions avec la préfecture de police pour définir les rues concernées. Toutes les infos à retrouver sur paris.fr. Des voitures électriques en autopartage. Un nouvel opérateur de voitures partagées, Clem, est déployé dans Paris depuis l'été 2020. Cette flotte entièrement électrique s'adresse aux professionnels comme aux particuliers et est présente sur 54 stations, soit 264 bornes réparties dans tous les arrondissements. Pour plus d'informations sur ce dispositif, le www.clem.mobi. Solidays, loin des yeux, pas du cœur. Black Eyed Peas, Damso, Justice, le plateau des Solidays du 18 au 20 juin promettait d'être exceptionnel. Au vu des contraintes sanitaires, Solidarité Sida a dû se résigner à l'annulation de ce festival, pas tout à fait comme les autres. Privée d'une partie de ses financements, l'association préfère se recentrer cette année sur ses premiers engagements, prévention, droit des personnes séropositives dans le monde, etc. et compte sur la générosité de ses donateurs. Rendez-vous sur solidays.org pour envoyer vos dons. Simone Veil, l'expo événement. La salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville accueille à la fin mai une exposition exceptionnelle consacrée à Simone Veil, femme politique et pionnière des droits des femmes en France, disparue en 2017. Simone Veil aura sa vie durant transcendé sa condition de victime. Elle fut déportée à Auschwitz pour devenir actrice de sa propre histoire comme de celle de la France. À travers de nombreux documents issus de ses archives personnelles, l'événement rend hommage à son parcours hors du commun entre son engagement pour l'Europe, son combat pour la dépénalisation de l'avortement et son action pour préserver la mémoire de la Shoah et des personnes déportées. Pour plus d'infos, rendez-vous sur quefaire.paris. La maison de Victor Hugo flambant neuve, un lieu de délectation et de plaisir. Voilà comment Gérard Audinet, directeur de la maison de Victor Hugo dans le 4e arrondissement, qualifie le musée dédié à la vie du romancier, prêt à rouvrir après plusieurs mois de travaux. De la création d'un café dans les anciennes remises à carrosse à l'aménagement de la cour intérieure, en passant par l'installation de bornes interactives et multilingues, c'est toute la visite qui s'en trouve repensée et enrichie. Les nouvelles acquisitions, comme une sculpture en plâtre de Quasimodo, réservent aussi de belles surprises au public. Plus d'infos sur www.maison au pluriel Victor Hugo tout attaché .paris.fr. 2655 associations subventionnées en 2020. Près de 700 000 bénévoles sont actuellement membres d'une des 70 000 associations parisiennes. Chaque année, il revient aux associations de faire une demande de subvention via le service en ligne Paris Asso. En 2020, 2655 projets associatifs ont été subventionnés. Dans le détail, 34% d'entre elles interviennent dans les domaines de la culture et de l'éducation, 23% dans ceux de la solidarité et de la santé et 20% sont liés à la vie locale et citoyenne. Près de 14% se consacrent au sport et aux loisirs, 5% à l'économie et à l'emploi et 4% à l'environnement et à l'urbanisme. Pour plus d'infos, rendez-vous sur paris.fr/association. 5 engagements pour la 5G. Une nouvelle charte pour le déploiement de la 5G en ville a été signée en mars avec les opérateurs téléphoniques. Ces derniers se sont engagés sur 5 points: optimiser le recyclage des terminaux, viser la neutralité carbone, garantir le respect des données personnelles, favoriser l'accès au numérique et informer sur les impacts de cette nouvelle technologie. Plus performante que la 4G, dont le réseau est aujourd'hui saturé, la 5G permettra également une meilleure numérisation des services municipaux. Plus d'infos sur paris.fr. Quand les bureaux vacants deviennent des logements. Alors que de nombreux Parisiens ont été contraints de transformer leur salon en espace de travail, un mouvement inverse s'opère avec Réinventer Paris. Pour sa 3e édition, l'appel à projet propose de transformer des bureaux vacants ou des locaux vides en habitations. Les anciens magasins Tati dans le 18e, les garages Renault dans le 15e arrondissement, Citroën PSA Retail dans le 11e et le siège de l'Assistance publique hôpitaux de Paris dans Paris Centre, sont autant d'espaces qui vont être transformés en logements, dont de nombreux logements sociaux. Pour plus d'infos, rendez-vous sur paris.fr. Quelques mots de Louis Leterrier, réalisateur de la série Lupin.
Paris est la plus belle ville du monde, mais également la plus secrète. On y passe de l'ombre à la lumière. Vous m'avez regardé, mais vous ne m'avez pas vu, dit Lupin au début de la série. Paris, c'est ça, un personnage aux 1000 facettes, une ville pleine de mystères. Les déchets alimentaires collectés sur les marchés. Donner une deuxième vie à ces déchets alimentaires, c'est possible. Depuis septembre 2020, la ville de Paris organise leur collecte sur les marchés de proximité. Progressivement, l'initiative se développe dans différents quartiers de la capitale. Les marchés couverts de Saint-Martin dans le 10e arrondissement, Saint-Quentin dans le 10e et de l'Olive dans le 18e en bénéficient, tout comme les marchés découverts de Port-Royal dans le 5e arrondissement, Raspail dans le 6e, Belleville dans le 11e et le 20e, Cours de Vincennes dans le 12e, Blanqui dans le 13e arrondissement, Brune dans le 14e, Grenelle dans le 15e et Réunion dans le 20e. Pour plus d'infos, rendez-vous sur paris.fr. 135 €, c'est le prix de l'amende forfaitaire, décret gouvernemental, à laquelle s'expose désormais une personne pour jet de mégots ou de masque, crachat, épanchement d'urine et non-ramassage de déjection canine. 3466 mètres carrés, c'est la surface totale des lieux municipaux qui seront dotés de panneaux solaires à la fin 2021. Après l'installation de premières centrales solaires sur les toits d'équipements publics et la mise en service de 4 sites en 2019, le développement des énergies renouvelables se poursuit avec 10 nouveaux sites aménagés d'ici à la fin de l'année. Plus d'informations sur le site paris.fr. Retour sur la 4e nuit de la solidarité. La 4e nuit de la solidarité s'est tenue dans la nuit du 25 au 26 mars, malgré la pandémie. 2000 volontaires, professionnels et bénévoles ont arpenté Paris à la rencontre des personnes sans abri pour procéder à un décompte anonyme. 2785 personnes, soit 23% de moins qu'en février 2020. Objectif, mieux connaître la réalité du sans-abrisme et les besoins des personnes contraintes de dormir à la rue. La soirée a été diffusée en ligne, animée depuis la Fabrique de la Solidarité, afin d'associer le plus grand nombre à des échanges avec des acteurs de la solidarité. Plus d'infos sur paris.fr/nuit de la solidarité. Un kit pour financer les initiatives étudiantes. La Maison des initiatives étudiantes, la MIE, lance un nouveau dispositif de financement pour les associations dirigées par des étudiants ou portant des projets les concernant. Doté d'un montant de 665 000 € pour 2021, le kit ASSO soutient les associations selon leurs besoins, création et premiers projets, développement rapide de leurs actions grâce au versement accéléré des financements, sécurisation de leur activité par la signature de conventions triennales d'objectifs. En plus de ces ressources financières, la MIE leur propose des modules de formation, des appels à projets thématiques et met à leur disposition des espaces et du matériel. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site internet mie.paris.fr. La zone à faible émission s'élargit. Au 1er juin 2021, la restriction de circulation des véhicules catégorisés non classés, critère 5 et critère 4, sera effective sur l'ensemble du périmètre délimité par l'autoroute A86, A86 exclue. Elle inclut le boulevard périphérique et les bois de Vincennes et de Boulogne, qui n'étaient jusqu'à présent pas concernés par la mesure. Plus d'infos sur paris.fr/ZFE. Comment la ville s'adapte pour répondre à vos attentes ? Vous avez des idées pour rendre votre quartier plus agréable à vivre ? Cette nouvelle démarche pour la gestion des aménagements dans l'espace public consiste à réaliser des interventions dans un même quartier sur une période de travaux resserrée. Après la consultation des riverains concernés, le dispositif comporte 3 étapes. La nouvelle méthode, c'est permettre aux habitants de décider collectivement des projets de transformation de l'espace public. Concentrer sur une même période les travaux de transformation d'un quartier. Donner une meilleure lisibilité sur le temps du chantier et les nuisances temporaires. Anticiper les besoins pour éviter que la rue réaménagée soit de nouveau en travaux dans les années qui suivent. Étape numéro 1. Étude, réalisation d'un diagnostic du fonctionnement actuel et de l'état des voiries de chaque quartier, mise à disposition des informations pour permettre aux habitants de prioriser les aménagements. Étape numéro 2, concertation, durée de 4 à 6 mois, proposition d'aménagement tenant compte des objectifs municipaux en termes de gestion de l'espace public, les principes à respecter, priorité aux objectifs de végétalisation et de récupération de l'espace occupé par le stationnement, priorité aux aménagements autour des écoles, 25% des travaux devront être réalisés dans des quartiers populaires. Étape 3,
planification. Les travaux à effectuer seront planifiés et organisés dans le même temps, l'année suivant la démarche. 80 quartiers ont été identifiés. Pour connaître le vôtre et participer, rendez-vous sur paris.fr. La concertation test va être lancée dans 17 quartiers au premier semestre 2021. L'ensemble des consultations publiques seront ensuite accessibles sur id.paris.fr. Focus, cette question sur la nouvelle police municipale parisienne. La ville de Paris crée cette année une police municipale parisienne, la PMP, afin de répondre aux attentes des Parisiens en matière de sécurité. Quelles seront ses missions ? Quels seront ses effectifs ? Comment interviendra-t-elle dans nos rues et nos jardins ? Et quelle sera sa formation ? Quand la police municipale parisienne verra-t-elle le jour ? Un sondage réalisé en octobre 2018 a montré que 82% des Parisiennes et des Parisiens étaient favorables à la création d'une police municipale, afin notamment de répondre à leurs préoccupations en matière de prévention et de lutte contre les incivilités. Forte de ce diagnostic, la maire de Paris a annoncé en janvier 2019 la mise en œuvre de cette nouvelle police locale. Pour ce faire, un changement de la loi était nécessaire compte tenu du statut particulier de la ville de Paris. Les dispositions de loi ont été votées en novembre 2020 à l'Assemblée nationale, puis par le Sénat en mars 2021. Tout est bien en route pour un aboutissement juridique rapide et un déploiement sur le terrain à l'automne. Quels seront ses effectifs ? La police municipale parisienne sera composée à terme de 5000 agents. Actuellement, les effectifs sont au nombre de 3300, répartis en 3 corps différents. Agents de surveillance de Paris, ASP, inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, ISVP, et agents d'accueil et de surveillance de la ville de Paris, AAS. L'objectif de la police municipale parisienne consiste précisément à simplifier ces nombreux statuts en vue d'une plus grande lisibilité pour les Parisiennes et les Parisiens. Elle sera paritaire et ouverte à la diversité, à l'image de la population. Quelles seront ses missions ? Les agents de la future police municipale auront pour principale mission de maintenir une présence rassurante dans les rues, les jardins et dans les équipements municipaux, aux lieux et aux horaires de la vie des Parisiennes et des Parisiens dans tous les quartiers de la ville. Ils feront de la médiation, de la prévention, de la sécurisation et de la verbalisation, dépôts sauvages, épanchements d'urine, jets de mégots, nuisances sonores, vandalisme, tags, etc. Cette nouvelle police vous garantira des déplacements sécurisés et sereins, notamment en contrôlant le stationnement gênant, les normes anti-pollution, vignettes critères, le respect des voies de bus, des pistes cyclables et des trottoirs pour que chacun ait sa place dans le respect mutuel. Enfin, elle assistera les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées ou en situation de handicap. Elle contribuera à l'assistance et à la mise à l'abri des personnes à la rue. Elle assurera un accompagnement des dépôts de plaintes, enfants, femmes, victimes de violences, personnes discriminées, etc. Comment seront-ils formés ? Sans attendre que le statut de la police municipale ait été adopté, la ville a déjà lancé des recrutements dès 2020 qui se poursuivent en 2021 et les formations sont engagées depuis le début de cette année. Les agents concernés actuellement en poste seront intégrés dans les corps de la police municipale de Paris après avoir effectué une formation complémentaire. Tout agent nouvellement recruté recevra une formation identique à celle dispensée aux policiers municipaux des autres collectivités locales. Leur formation réglementaire sera assurée avec professionnalisme par une école des métiers de la sécurité propre à Paris. Par ailleurs, des formations spécifiques seront assurées par des acteurs associatifs en vue de sensibiliser les agents à la prévention contre les discriminations, le racisme et contre les violences faites aux femmes et aux personnes LGBTQI+. Comment la PMP sera-t-elle organisée ? Des divisions de tranquillité publique seront créées dans chaque arrondissement. Elles seront composées d'agents, des femmes et des hommes qui seront au service des Parisiennes et des Parisiens, proches des riverains, des commerçants et disponibles pour résoudre les problèmes du quotidien en s'appuyant sur tous les services de la ville. Des totems seront présents dans les rues pour créer des points de rencontre entre les agents et la population. Un observatoire de la tranquillité publique rendra également compte de l'action de la police municipale en toute transparence via des données publiques et des cartographies. Quel sera leur équipement ? Les agents seront dotés de plusieurs équipements.
un bâton de défense, une bombe lacrymogène et un gilet pare-balles. La priorité est d'abord leur protection. Il est également envisagé de les équiper de caméras piétons qui permettent de filmer les interventions et d'apaiser les relations avec la population. Surtout, ils ne seront pas munis d'armes à feu non nécessaires pour leur mission de proximité et de tranquillité publique. Comment travaillera-t-elle avec la police nationale ? La préfecture de police restera l'autorité principale chargée de la lutte contre la délinquance et les trafics, drogue, proxénétisme et du maintien de l'ordre public. Il est essentiel de bien distinguer les missions de la police nationale de celles des agents de la ville, sans substitution mais en complémentarité. Sur le terrain, des actions conjointes seront menées. Les deux forces seront en relation permanente pour plus de sécurité dans les rues de Paris. 3 nouveaux jardins à arpenter. Depuis la fin 2020, les riverains des 10e, 12e et 18e arrondissements profitent de nouvelles aires de détente et de jeux grâce à l'ouverture de 3 espaces verts. Le square Alban-Satragne dans le 10e. Le square Alban-Satragne a fait peau neuve en septembre dernier. Agrandi de 1000 m², il dispose désormais d'une nouvelle aire de jeu pour les enfants de 4 à 12 ans, d'un terrain grillagé de jeux de ballon, d'agrès sportifs, de tables de pique-nique ainsi que d'une parcelle partagée devant l'entrée du gymnase Marie Paradis. D'autres réaménagements viendront parachever la rénovation du square, travaux d'accessibilité, embellissement, élargissement des trottoirs, rénovation et remise à niveau de la chaussée, modernisation de l'éclairage public. Le secteur du carré Saint-Lazare, en pleine mutation, devient un espace de vie partagé au cœur de ce secteur très dense. Jardin du 21 avril 1944 dans le 18e. Aménagé sur un ancien site ferroviaire de la SNCF dans le nouveau quartier Chapelle Internationale, ce jardin, dont le nom fait référence à l'obtention du droit de vote des femmes en France, a ouvert ses portes en novembre dernier. D'une surface d'environ 2400 m², il est le premier maillon de nouveaux espaces plantés au sein de ce quartier et comprend une aire de jeu d'environ 130 m², entourée d'arbres variés, érables champêtres, aubépines, prunelliers, etc. sur une surface de 1130 m². Un havre de nature dans un quartier résolument tourné vers l'écologie, une ferme urbaine de plus de 7000 m², exploitée par le collectif Cultivate, cultive juste à côté des fruits et légumes, anciens en agriculture biologique. Végétalisation de l'avenue Daumesnil dans le 12e. Le nouvel agencement de l'avenue Daumesnil, sur la portion allant de la place Félix-Éboué à la Porte Dorée, a pour but de redonner une bouffée d'oxygène à cet axe majeur de circulation jusqu'ici encombré. Afin d'être plus accessible aux piétons, la voie a été végétalisée et modernisée. Depuis décembre 2020, les Parisiens peuvent profiter d'une promenade végétale qui les isole des tumultes de l'avenue Daumesnil, la création de jardinières pleines et de plantations basses, ainsi que l'installation de bancs en calcaire, permettent de reverdir cet espace bétonné et d'en faire un lieu de promenade agréable. Elle peut être prolongée en empruntant la coulée verte René Dumont, une promenade arborée de 4,7 km entre Bastille et le boulevard périphérique. Quelle place pour le stationnement à Paris ? Découvrez les principales propositions formulées par les Parisiens lors des États généraux du stationnement qui se sont clos en février. Quelle place pour le stationnement à Paris demain ? Que feriez-vous si vous aviez 10 m² disponibles en bas de chez vous ? Ce sont quelques-unes des questions abordées lors des États généraux du stationnement organisés entre octobre 2020 et février 2021. À Paris, 6e ville la plus dense du monde, 50% de la surface du territoire est dédiée à la voiture individuelle alors qu'elle ne représente que 13% des déplacements. Ces États généraux ont relevé un double objectif: rééquilibrer l'espace public pour les piétons et végétaliser la ville pour répondre à l'urgence climatique. Plusieurs propositions citoyennes en sont ressorties. Tout d'abord, il convient de revoir l'organisation des stationnements liés à la livraison urbaine et des stationnements professionnels. Ensuite, il faut rendre les mobilités douces et partagées plus accessibles. La réduction de moitié du nombre de places de stationnement en surface devra bénéficier au stationnement et à la circulation de ces mobilités douces et partagées. Le stationnement résidentiel doit se concentrer au sous-sol en sanctuarisant les places en surface. Pour les autres modes, aires de livraison et stationnement
stationnement professionnel, pistes cyclables et stationnement de vélos, véhicules propres et partagés. Autre préconisation, mieux informer sur l'offre existante de stationnement, permettre la réservation de places ou d'aires de livraison, établir un code de la rue parisienne afin de protéger les plus vulnérables, seniors, enfants, personnes à mobilité réduite. Enfin, il est prévu de rendre les rues plus vertes. Prochaine étape, la présentation de ces propositions au Conseil de Paris. Plus d'infos sur paris.fr. 50% de la surface du territoire est dédiée à la voiture individuelle alors qu'elle ne représente que 13% des déplacements. Les dispositifs de concertation. Les états généraux du stationnement ont été accompagnés par plusieurs dispositifs de concertation. Une consultation en ligne sur la plateforme id.paris.fr a attiré près de 16 500 participants. Des ateliers thématiques pour les associations et les professionnels se sont tenus de novembre à février. Enfin, une conférence citoyenne avec 23 citoyens volontaires, dont un tiers de non-parisiens, a été organisée en janvier dernier. À Paris, le dossier. Grand angle, l'emploi au cœur des priorités. Soutien financier, aide logistique, appel à projets, panel de formation à destination des publics qui en ont le plus besoin, offre d'emploi au sein des services municipaux ou de structures partenaires. Les dispositifs pour soutenir l'emploi à Paris sont multiples. Les mesures de soutien à l'économie et à l'emploi. Une grande partie de son économie étant liée au secteur du tourisme, de la restauration, de la culture, des petits commerces ou des services de soutien aux entreprises, Paris a particulièrement été touché par la crise sanitaire. Au dernier trimestre 2020, l'activité s'est réduite de 10% contre 8% à l'échelle nationale et le nombre de chômeurs a bondi de 16% avec près de 38 600 emplois salariés supprimés par rapport à la fin 2019. Dans ce contexte, plusieurs mesures ont été prises pour aider les acteurs économiques. Paris Boost Emploi. Le plan Paris Boost Emploi vise à soutenir la formation professionnelle, l'accompagnement vers l'emploi et à créer un observatoire de l'économie et de l'emploi. Doté d'un budget d'un demi-milliard d'euros sur la mandature, il prévoit le recrutement de 5 000 apprentis au sein des services de la ville et de ses partenaires, priorité aux jeunes les moins qualifiés, ainsi que de 40 000 stagiaires. Les infos pour postuler sur paris.fr/formation. 1,4 milliard d'euros d'investissement pour soutenir l'activité des entreprises. 15 200, c'est le nombre de bars, cafés et restaurants que compte la capitale, soit un commerce parisien sur 4. 146 970 demandeurs d'emploi de catégorie A, sans activité, étaient inscrits à Paris au dernier trimestre 2020. Ce nombre a progressé de 15,3% en un an. L'appel à projet Relancer mon entreprise autrement prévoit d'accorder jusqu'à 50 000 euros aux entreprises lauréates pour adapter leurs locaux à la crise sanitaire et à la transition écologique dans la limite de 80% du montant des travaux. Postulez jusqu'au 15 septembre sur relancer-6 mon-6 entreprise-6 autrement-6 2021.selective SELECTEEV.io. Paris Initiative Entreprise, PIE, et la ville de Paris ont ouvert un guichet numérique de soutien aux entreprises. Ressources documentaires, événements, appels à projets, financements, etc. La plateforme internet pouce.paris vous facilite l'accès à l'écosystème de l'accompagnement parisien pour vous permettre de développer votre entreprise dans le cadre d'une économie plus sociale et environnementale. Une carte interactive est à disposition des petits commerces de proximité sur le site paris.fr afin de leur offrir une meilleure visibilité et de valoriser leur dispositif de livraison et ou de retrait de commandes. paris.fr/carte-6 commerçant au pluriel pour en savoir plus. Accompagnement juridique gratuit. Des consultations juridiques spécialisées et gratuites destinées aux commerçants et aux entrepreneurs ont été instaurées dans les mairies d'arrondissement en partenariat avec le barreau de Paris. Les 35 cinémas indépendants de la capitale vont recevoir une aide de 438 000 euros. Les librairies ont également reçu 315 000 euros de subventions d'investissement. Les commerces culturels se sont vus accorder des conventions et des subventions d'investissement. Un fonds de soutien doté de plus de 70 millions d'euros, auquel la ville participe à hauteur de 4 millions d'euros, va accompagner les TPE et les PME du tourisme et leur offrir une solution en fonds propres entre 50 000 euros
et 400 000 euros. Plus d'informations sur www.plan-du6tourisme.fr. Faire travailler les TPE-PME. L'accès des TPE-PME et des acteurs de l'économie sociale et solidaire au marché public de la ville est facilité. Aujourd'hui, 80% des fournisseurs de la ville de Paris sont des TPE-PME. Elles représentent 50% du montant total des achats réalisés. Un fonds Résilience Île-de-France, doté de 100 millions d'euros, a été créé pour soutenir la relance de l'activité des petites entreprises en difficulté. Ce fonds a été abondé par la ville de Paris à hauteur de 10 millions d'euros en 2020 et de 5 millions d'euros en 2021. Il s'adresse aux TPE, PME pouvant justifier d'une activité d'au moins 12 mois qui pourront obtenir des prêts à taux zéro entre 10 000 et 300 000 euros sur 7 ans. Pour entamer les démarches, rendez-vous sur prêt-du6 rebond.île-de-france.fr. Comment Paris stimule la formation ? Plusieurs dispositifs de formation préparent au métier de demain ou permettent de compléter son parcours professionnel. Soutenir l'emploi est une chose. Encore faut-il avoir la formation adéquate pour y avoir accès. Afin d'accompagner les jeunes en début de carrière, les personnes désireuses de se réorienter ou celles éloignées du monde du travail, 2 dispositifs de formation ont été développés à l'échelle municipale, Paris Code pour les métiers du numérique et Paris Fabrique pour ceux de la fabrication. Le premier soutient la formation et l'accès à l'emploi des développeurs et des codeurs. Il s'adresse à un public assez large, personnes qualifiées en reconversion professionnelle, jeunes en situation d'échec scolaire ou demandeurs d'emploi sans qualification. Le second est un appel à projet visant à soutenir les acteurs de l'économie circulaire dans la mise en place de formations aux métiers et aux filières émergentes. En parallèle, sont mobilisés les cours d'adultes de Paris afin de garantir un meilleur accès à l'emploi pour toutes et tous. Ce dispositif offre la possibilité de compléter son parcours professionnel grâce à un panel de 540 formations sur différentes thématiques, dont 58 nouvelles pour l'édition 2020-2021. La plateforme Paris Emploi a également été digitalisée en 2019, permettant aux entreprises de publier gratuitement leurs offres d'emploi ou de formation. Une publication sur Paris Emploi répertorie automatiquement l'annonce sur près de 400 sites partenaires à Paris et en Île-de-France. Autant de possibilités pour avoir plus facilement accès à des formations adaptées et donc à l'emploi. 5000 apprentis et apprentis vont être recrutés durant la mandature au sein de la ville de Paris et de ses partenaires, avec une priorité donnée aux jeunes les moins qualifiés. Vous souhaitez vous aussi en bénéficier ? Rendez-vous sur paris.fr. Paris Fabrique. Christina Akala, elle a suivi la formation design circulaire, apprendre par la matière de Paris Fabrique. Fondatrice de T-Baby, elle propose des ateliers de sensibilisation au développement durable et de transformation de vêtements usagés en vêtements pour bébés. Je suis ravie d'avoir fait partie des candidats retenus à Paris Fabrique. Cela a été une révélation. Je suis arrivée avec l'idée de faire des vêtements pour bébés à partir de t-shirts pour adultes. Cette formation m'a vraiment nourrie. Elle m'a donné beaucoup de pistes pour réaliser mon projet. C'est important que les gens se rendent compte qu'il y a plein de choses à faire autour de nous et à notre niveau. J'ai trouvé qu'il y avait des exemples inspirants. On ne part pas de zéro. Cours d'adultes de Paris, quelques mots de Louise Langagne. Elle est auditrice des cours d'adultes de Paris et lauréate du prix Jeunes Talents du Carrousel, des métiers d'art et de la création. Elle a fondé la marque Nuance Chapeau. Sans les cours d'adultes, je n'aurais pas pu apprendre le métier de chapelier, du moins pas avec le même niveau d'exigence et de qualité d'enseignement. J'ai surtout pu continuer à travailler car je n'aurais pas pu me permettre d'arrêter pour me former. On apprend dans des conditions optimales avec tout le matériel nécessaire. Cette formation m'a également permis de me constituer un réseau, ce qui est intéressant quand on vient de créer sa marque. Paris Code. Quelques mots de Linda Ferry. Elle est étudiante à Décodeuse, école soutenue par le dispositif Paris Code. Actuellement en stage pratique au sein de BNP Paribas, elle suit une formation de développeuse web. Au début, j'avais peur de ne pas réussir parce que je n'avais pas de prérequis en informatique, mais les formateurs ont été vraiment bien et pédagogues. Ils ont pris le temps, j'ai appris le nécessaire sur le tas et je suis vraiment contente, je ne regrette rien. J'ai trouvé mon stage pratique sans problème. Il y avait de l'aide et de l'entraide entre collègues de formation. Je n'avais pas peur de me lancer, même le jour de l'entretien.
Paris recrute. La ville de Paris embauche tous les ans 2500 agents dans 300 corps de métiers différents, avec ou sans expérience professionnelle. Chaque semaine, de nouveaux recrutements sont proposés sur le site paris.fr. Avec plus de 150 opérations de recrutement et plus de 2500 postes proposés chaque année, la ville de Paris est l'un des acteurs majeurs de l'emploi en Île-de-France. La crise sanitaire a mis en évidence le rôle primordial des grands services publics parisiens, soutien aux personnes âgées, accueil des enfants, dépendance, propreté, secours, logistique, etc. Grâce à différents dispositifs de recrutement, la ville propose une perspective professionnelle à tous, y compris aux personnes peu ou pas diplômées, aux demandeurs d'emploi en fin de droit, aux jeunes et aux travailleurs en situation de handicap. Ainsi, 50 structures accompagnent près de 4000 Parisiens éloignés de l'emploi. Parmi elles, la mission locale de Paris, l'ensemble Paris Emploi Compétences, l'EPEC, ou l'école de la deuxième chance de Paris, E2C Paris. La ville compte également 9 points Paris Emploi qui informent les Parisiens et les orientent vers des dispositifs adaptés. Que vous souhaitiez rejoindre la police municipale, conduire des travaux, devenir médecin, travailler dans la puériculture, dans l'éducation, dans le domaine des soins ou encore dans la gestion des espaces verts, tous les profils sont les bienvenus dans les filières ouvrières et techniques, administratives, sanitaires et sociales, de la petite enfance, de l'enseignement, de la sécurité ou de l'ingénierie. Si l'administration parisienne recrute traditionnellement par concours, d'autres voies sont également possibles. Tout au long de votre parcours professionnel, vous aurez la possibilité de vous former, d'évoluer hiérarchiquement et d'effectuer des mobilités au sein des différents services de la ville. Travailler pour Paris, c'est participer à la conduite de grands projets porteurs de sens sur le long terme, dans un esprit collaboratif visant l'intérêt commun, mais aussi porter la transformation numérique de la ville de Paris. Plus d'infos sur paris.fr/recrutement. Job d'été, c'est le moment de postuler. La ville de Paris propose de nombreux jobs d'étudiants pour l'été 2021. Vous appréciez la culture ? Vous pouvez postuler dans les bibliothèques parisiennes ou dans les 14 musées municipaux gérés par l'établissement public Paris Musée. Si vous préférez une ambiance plus estivale, vous pouvez candidater pour l'opération Paris Plage. Les plagistes ont pour mission d'informer le public et d'installer et de ranger les transats, chaises et parasols. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet paris.fr/travailler-du6A-du6ville-du6-2-du6 Paris. L'animation est un bon tremplin pour la vie professionnelle. Entretien avec Mélanie Dirazza, responsable éducatif ville à l'école élémentaire Eugène Varlin dans le 10e arrondissement de la capitale. En quoi consiste votre métier de responsable éducatif ville ? Ma mission principale est de manager et de former une équipe d'animation pour permettre un accueil de qualité. Toutes les actions menées auprès des enfants sont orientées par les objectifs du projet pédagogique construit avec les animateurs. 4 maîtres mots guident nos animations: épanouissement, communication, évasion et estime de soi. Je suis également beaucoup sur le terrain auprès des enfants. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? On a la possibilité d'aider les enfants à se sentir libres d'agir et de s'exprimer. L'objectif est de faire en sorte que l'enfant se sente bien au sein d'un groupe et plus tard au sein de la société. Tout cela à travers un grand panel d'animation. Existe-t-il des possibilités d'évolution dans le secteur périscolaire ? Absolument. C'est un milieu dans lequel on peut évoluer très vite si on le souhaite, en passant les concours de la ville et en se spécialisant. On fait énormément de formations. L'animation est un bon tremplin pour la vie professionnelle. Le champ des possibles est large. Travailler en maternelle, en élémentaire, faire des séjours, être surveillant baignade, etc. Reprendre le goût du travail. Premières Heures est un dispositif municipal créé en 2013 qui offre un soutien financier aux structures proposant des activités rémunérées à des Parisiens en grande exclusion sociale. Zoom sur le square Saint-Laurent dans le 10e arrondissement de la capitale. À 2 pas de la gare de l'Est, sur le boulevard Magenta, se trouve un petit jardin de réinsertion collé à l'église Saint-Laurent. Le square Saint-Laurent est entretenu depuis 2016 par Emmaüs Solidarité dans le cadre de l'opération Premières Heures.
Ce dispositif accompagne progressivement, sur une période de 12 mois, des personnes qui connaissent ou ont connu la rue et qui ont de grandes difficultés à retrouver un emploi. L'intégration au dispositif se fait sur la base de la motivation, sans sélection ni prérequis. Depuis 2011, l'association s'occupe du square Saint-Laurent avec l'objectif de créer du lien social entre les personnes à la rue et les habitants du quartier tout en embellissant cet espace. En 2020, les 3 jardins du quartier, Saint-Laurent, Cavaille-École et Jeussin, ont accueilli 138 travailleurs et 29 bénévoles s'attelant à les magnifier. Dans cette optique de resocialisation des publics isolés, près de 460 ateliers ont également été réalisés sur ces 3 espaces verts, que ce soit pour du jardinage, du bricolage ou encore de l'art. En cet après-midi de mars, particulièrement frais, 4 personnes labourent, arrosent et plantent dans ce jardin du 10e arrondissement. Parmi eux, Farid, sans domicile fixe, y travaille depuis 1 mois. J'étais éloigné de l'emploi depuis 10 ans. Ça me permet de me remettre à niveau petit à petit, de reprendre le goût du travail. Et je ne suis plus tout seul dans mon coin. Ça lave l'esprit. Quand je suis ici, je ne pense pas à mes problèmes du quotidien, raconte ce jardinier de formation qui a tout de suite accepté la mission lorsque l'association lui a proposé. En collaboration avec Nacha et Nisata, 2 bénéficiaires de premières heures, ainsi qu'une bénévole, Farid travaille à faire du square Saint-Laurent un lieu accueillant et plein de bonne humeur. Après un accompagnement de 12 mois, l'équipe espère retrouver une activité professionnelle. En 2020, 4 des 7 personnes ayant bénéficié de premières heures avaient pu s'insérer dans la vie active directement, en espérant que les graines semées au Square Saint-Laurent en 2021 puissent germer de la même manière pour ces 3 jardiniers. Plus d'infos sur paris.fr. Les points Paris Emploi, 9 points Paris Emploi, PPE, orientent les Parisiens en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle vers les actions, les ressources et les lieux les plus pertinents en fonction de leur profil. Sur place, il est également possible de s'inscrire à l'une des sessions de recrutement ou de formation organisées par la ville et ses partenaires. Pour retrouver la liste des PPE, paris.fr. Paris 2024, stimulateur de l'emploi. Pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, certains secteurs d'activité particulièrement sollicités recrutent ou vont recruter. La construction, 11 700 postes, l'organisation, 78 300 postes et le tourisme, 60 000 postes. Au total, le comité d'organisation des Jeux chiffrait en 2019 à 150 000 le nombre d'emplois directs mobilisés d'ici à 2024. Pour permettre aux demandeurs de bénéficier de ces créations de postes, la ville soutient plusieurs dispositifs. Une agence virtuelle Pôle emploi dédiée aux Jeux sera également mise en place pour relayer offres et candidatures. Plus d'infos sur paris.fr/jeux emploi. Des solutions pour les chômeurs. Il existe plusieurs leviers municipaux pour aider à la recherche d'emploi et favoriser l'insertion professionnelle. L'école de la deuxième chance, le 2C Paris, offre par exemple aux jeunes de 18 à 25 ans, sans diplôme, une remise à niveau et une orientation professionnelle. Le dispositif Territoire Zéro chômeur de longue durée a pour objectif de créer de nouveaux postes afin de répondre à des besoins non couverts et de permettre aux demandeurs d'emploi de retrouver une activité. Enfin, en partenariat avec Carrefour pour l'emploi, la ville organise chaque année 3 forums pour faire se rencontrer demandeurs d'emploi et employeurs. Pour plus d'informations, 3 sites internet, le www.e2c-paris.fr, le www.tzcld.fr et notre site internet paris.fr. Découverte à découvrir dans vos quartiers, le musée Carnavalet, les aires de street workout, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, les meilleurs skateparks. En photo ici, une rénovation réalisée en 1872 au lendemain de la Commune de Paris, l'œuvre de Jules Didier et Jacques Guillot qui montre Léon Gambetta s'envolant de Montmartre pour sauver la France, a été rénovée. Le musée Carnavalet, prêt à rouvrir ses portes. Après une indispensable et spectaculaire rénovation, le musée dédié à l'histoire de Paris est en effervescence pour préparer sa rouverture. 4 longues années,
que le plus parisien des musées de la capitale a dû fermer ses portes. Une éternité pour les férus d'art et d'histoire, mais une nécessité pour cette institution parisienne qui, créée dans les murs d'un hôtel particulier, puis étendue dans un second, avait besoin de faire peau neuve pour accueillir ses publics et valoriser ses œuvres dans les meilleures conditions. Riche de plus de 3800 pièces, le parcours a été réinventé pour proposer une expérience de visite inédite qui surprendra même les habitués du lieu. Car outre des travaux de mise aux normes de sécurité et d'accessibilité, notamment pour les enfants et les personnes malvoyantes, Carnavalet avait surtout besoin de retrouver unité et lisibilité dans sa scénographie en raison de son caractère hétéroclite. Avec plus de 600 000 peintures, sculptures, objets archéologiques, mobilier, maquettes ou photographies, l'immense collection du musée illustre l'évolution de la ville de la préhistoire à nos jours, la montrant à diverses époques, notamment à travers sa vie quotidienne et intellectuelle. Si c'est l'histoire de Paris qui est contée, ces dates clés, comme ces temps longs, se confondent bien souvent avec ceux de l'histoire de France. Le parcours se déploie désormais au rythme des grandes dates de la ville, une visite chronologique toutefois parsemée d'incises thématiques qui permettent des gros plans sur des personnages, des sujets, des objets méritant à eux seuls le détour. Et si l'ample rénovation allège la scénographie, le musée conserve ce côté labyrinthique et foisonnant qui fait également son charme. Les salles s'enchâssent toujours en chapelets riches d'œuvres en cascade et de décors reconstitués telle la célèbre chambre de Marcel Proust. D'excellentes raisons pour revenir au musée autant de fois que vous voudrez et en apprécier les trésors à leur juste valeur. Rendez-vous dès que possible. Plus d'infos sur le site www.carnavalet.paris.fr. Ou faire du sport en extérieur. Faire du sport à Paris, ailleurs que dans un club, dans un gymnase ou à la salle de sport, c'est tout à fait possible. Petite liste non exhaustive des sports individuels à pratiquer dans l'espace public, le tout gratuitement, bien entendu. Le street workout en vogue. Mêlant la gymnastique à la musculation, le street workout est devenu une pratique très prisée des sportifs parisiens. Pour les satisfaire, on trouve dans la capitale 10 aires de street workout, dont le jardin des Voltiges dans le parc de la Villette, situé dans le 19e arrondissement. Avec ses 1540 mètres carrés, il est le plus grand de France. Et si la pratique du street workout vous paraît trop intense, vous pourrez toujours profiter des aires de fitness disséminées dans l'espace public. Parcours sportif dans les bois. Le bois de Boulogne dispose d'un circuit de remise en forme de 2500 mètres ponctué d'agrès. Ce circuit en boucle de 19 étapes démarre au lieu-dit Carrefour des 5 routes au milieu de l'avenue de Saint-Cloud. Le bois de Vincennes compte pour sa part 4 circuits sportifs, 2 parcours au lac Daumesnil, un de 1400 mètres et 14 agrès et un autre de 2400 mètres et 18 agrès. Le parcours des Minimes près de la Porte Jaune, 1800 mètres et 13 agrès, et le parcours de la Patte d'Oie, 1400 mètres et 11 agrès, au départ du carrefour de la Patte d'Oie. Pour les fous de glisse, les amateurs de glisse ne sont pas en reste. De nombreux équipements sont mis à disposition gratuitement. Skate, roller, trottinette, BMX. Les meilleurs skateparks vous attendent pour réaliser vos prouesses en plein air, comme le GP18 dans le 18e, le plus grand skatepark indoor en béton de France, le skatepark de la Porte d'Italie au square Robert Bajac dans le 13e, celui du parc Martin Luther King dans le 17e, l'espace de glisse Léon Cladel dans le 2e ou encore celui de la place de la République dans le 11e. La commune de Paris, tout un programme. Il y a 150 ans, la capitale vivait l'un de ces grands bouleversements qui écrivent l'histoire, la commune. Du 18 mars au 28 mai 1871, le Paris populaire entre en insurrection contre le régime conservateur de Thiers. Aujourd'hui, des événements commémorent cette période dans différents arrondissements. Le comité d'histoire de la ville de Paris a conçu une exposition, Les 72 jours de la Commune, qui explique en 20 tableaux les temps forts de cette période d'insurrection parisienne. Elle retrace l'amélioration des conditions de travail des ouvriers, l'enseignement rendu laïque et obligatoire, ou encore l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. L'exposition itinérante est visible jusqu'au 27 mai au jardin Villemain, dans le 10e, puis prendra place au square Raoul Norling, dans le 11e, jusqu'au 17 juin.
Une seconde exposition a pris place sur les murs extérieurs du pavillon carré de Baudouin dans le 20e jusqu'au 30 juin et sur les grilles de la mairie de Paris-Centre jusqu'au 2 juillet. Conçue à partir du roman graphique Les damnés de la commune de Raphaël Messan, elle retrace les moments les plus marquants de l'insurrection populaire. De la commune, on retient aussi ses protagonistes, qu'ils soient militants, ouvriers ou intellectuels, tous se sont réunis autour d'un idéal de démocratie et d'égalité. Le graphiste Dugudus a choisi de les rappeler à notre mémoire à travers la création de 50 silhouettes apposées sur les grilles du parc des Buttes-Chaumont en face de la mairie du 19e arrondissement. Ces silhouettes sont visibles du 11 au 27 mai. Outre les expositions, la compagnie Espère un peu a mis en scène un spectacle participatif Fausse commune. Histoire et fiction se mélangent pour questionner le passé et mieux comprendre le présent. Les représentations auront lieu dans les mairies des 10e, 11e et 20e arrondissements. Plusieurs visites sont aussi proposées par l'Association des amis et amies de la Commune de Paris dans le 13e arrondissement. L'occasion de marcher dans les pas des fédérés et de revivre la défense de la butte aux Cailles dans le 13e. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet quefaire.paris.fr/Commune de Paris. Vous pouvez également lire notre série historique Les 150 ans de la commune sur paris.fr. En bref, le chat de Gueluc se pavane sur les champs. 20 sculptures monumentales en bronze du chat de Philippe Gueluc sont exposées jusqu'au 9 juin 2021 sur les Champs-Élysées, entre le théâtre du Rond-Point et la place de la Concorde. Le célèbre auteur de BD belge nous gratifie des meilleures répliques de son personnage fétiche, toujours drôlatique, jamais dénué de sens, et nous promet une promenade mêlant culture, loisirs et philosophie féline. L'Arena, symbole du renouveau de la Porte de la Chapelle. Ce complexe sportif multifonction en chantier accueillera des épreuves olympiques de Paris 2024. Sur une surface d'environ 26 000 m², le site comprendra une salle principale d'une capacité de 8 000 personnes pour les grands événements sportifs et culturels, 2 gymnases ainsi qu'un espace dédié à la restauration, aux loisirs et au commerce. Plus d'infos sur paris.fr/JO-6 2024. 3 passerelles du canal Saint-Martin rénovées. Construites entre 1860 et 1890, ces demoiselles de fer qui enjambent le canal Saint-Martin sont depuis cet hiver en pleine cure de jouvence. Les peintures sont refaites, les pierres de soupe abîmées sont rénovées, voire remplacées, tandis que l'éclairage est revu pour redonner aux passerelles leur aspect d'origine et préserver leur beauté. Fin des travaux prévus cet été. De porte en porte, Paris se raconte. Si aujourd'hui 38 portes permettent d'entrer dans la capitale, Paris en a connu bien plus au fil de son expansion. Certaines ont été entièrement détruites, d'autres ont traversé le temps et témoignent aujourd'hui des événements qui l'ont façonné. On peut voir ici un schéma montrant la porte des Ternes, l'enceinte de Thiers, le mur de la Compagnie des Fermiers Généraux, la porte d'Orléans et la porte d'Italie. L'enceinte de Thiers comme point de départ. On l'a oublié, mais le parcours du périphérique suit les anciennes fortifications de l'enceinte de Thiers, une des 7 que la ville a connues. Après une première enceinte, érigée à l'époque romaine, Paris est protégé par 2 autres murs à l'époque médiévale. L'enceinte carolingienne et l'enceinte de Philippe Auguste. Sous Charles V, une nouvelle est édifiée et en 1566, les fortifications de la capitale sont renforcées avec l'enceinte de Louis XIII. Sous Louis XIV, les 2 dernières enceintes sont rasées et en 1785 est érigé le mur des fermiers généraux, détruit lors de la construction de l'enceinte de Thiers entre 1841 et 1844. Celle-ci sera détruite dans les années 1920. En 1785, les portes deviennent des barrières d'octroi. Après la destruction des fortifications protégeant Paris, une nouvelle muraille est dressée autour de la capitale en 1785. L'objectif, permettre à la Compagnie des Fermiers Généraux de percevoir un impôt sur les marchandises qui entrent dans la capitale. Long de 24 km, le nouveau mur est percé d'une 50aine de points de passage appelés
barrières matérialisées par des pavillons. Seules 4 d'entre elles ont survécu à la destruction du mur en 1860. La rotonde du parc Monceau dans le 8e et celle de la Villette, place de la bataille de Stalingrad dans le 19e, les 2 colonnes de la barrière du Trône dans le 20e et les pavillons de la barrière d'Enfer sur l'actuelle place d'Enfer-Rochereau dans le 14e. Très impopulaire, ce mur inspire un alexandrin à un anonyme. Le mur murant Paris rend Paris murmurant. Un chemin de fer reliait la porte d'Orléans à Arpajon. Par un décret du 13 février 1891, l'établissement d'un chemin de fer secondaire sur route reliant Paris à Arpajon, situé dans l'Essonne, est déclaré d'utilité publique. D'une longueur de 35 km, ce réseau permet de transporter des voyageurs et de faire parvenir des marchandises aux halles de Paris grâce à la possibilité pour les locomotives d'emprunter les lignes de tramway. Les travaux commencent dès 1891 et s'étalent jusqu'en 1894, permettant une mise en service progressive entre la porte d'Orléans et Arpajon. À partir de 1936, le trafic s'arrête progressivement et en 1937, la circulation est totalement suspendue sur l'ensemble de la ligne. Les aéronautes du siège de Paris, immortalisés porte des Ternes. En 1870, Paris est assiégé et encerclé pendant plusieurs mois par l'armée prussienne. Pour communiquer avec l'extérieur, les Parisiens ont notamment recours à des ballons montés remplis de gaz, utilisés pour le transport des courriers et des dépêches, mais qui permettent aussi de s'extraire de la capitale par les airs. Le 7 octobre 1870, Léon Gambetta s'envole vers Tours pour rejoindre la délégation gouvernementale. Une peinture de 1872 exposée au musée Carnavalet a immortalisé la scène. En 1871, le sculpteur Bartholdi conçoit un monument rendant hommage aux aéronautes du siège de Paris. Inauguré en 1906 sur le rond-point de la Révolte, porte des Ternes, dans le 17e, le monument en bronze est fondu en 1941 sous le régime de Vichy. Le 24 août 1944, la Nueve pénètre dans Paris par la porte d'Italie. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Le 25 août 1944, le général de Gaulle s'exprime à l'Hôtel de Ville après la libération de Paris. Le lendemain, il descend les Champs-Élysées accompagné des principaux acteurs de la libération, dont le général Leclerc et la 9e compagnie de la 2e division blindée, la Nueve. Cette place en tête de cortège n'est pas liée au hasard. Le soir du 24 août 1944, les 160 hommes de la Nueve, en grande majorité des Espagnols, sont les premiers à entrer dans la capitale par la porte d'Italie. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'article sur paris.fr. Tribune. Ces tribunes n'engagent pas la rédaction. Groupe Paris en commun, Rémi Féraud, président du groupe. Crise Covid-19, Paris est à vos côtés. Depuis plus d'un an, nous traversons une pandémie d'une virulence, ampleur et durée inédite. Comme toutes les grandes métropoles, Paris paie un très lourd tribut, mais Paris fait face. Dès le début, la ville a mis à disposition des Parisiens gel hydroalcoolique et masques en tissu, alors même qu'il manquait cruellement. Nous nous sommes battus pour permettre à chacun de respirer pendant les périodes de confinement, en ouvrant les parcs et les jardins en extérieur, là où la contamination est moins forte, contre l'avis du gouvernement. Nous avons soutenu l'installation des 24 centres de vaccination répartis dans tous les arrondissements afin d'optimiser la vaccination en fonction des doses données par l'État. Nous avons aussi déployé les tests salivaires dans les écoles dès qu'ils ont été disponibles, en lien avec l'Éducation nationale. Pour les locataires de nos bailleurs sociaux, nous avons prolongé la trêve hivernale afin d'empêcher toute expulsion et aider financièrement les familles les plus en difficulté, notamment pour l'achat de nourriture. Nous avons accompagné les associations qui distribuent des repas et mettent à l'abri les personnes à la rue. Nous avons maintenu nos services sociaux ouverts pour les nouveaux bénéficiaires du RSA. Nous avons aidé financièrement les commerces non alimentaires par des exonérations de loyers et de redevances et bataillé pour autoriser les terrasses éphémères des restaurants. Enfin, nous avons pris fait et cause pour la culture sous toutes ses formes et particulièrement pour les librairies qui nous ne considérerons jamais comme des commerces non essentiels et aider financièrement d'autres commerces culturels comme les cinémas indépendants par exemple. Parce que la crise sanitaire nous oblige, nous avons accompagné dès le début, en responsabilité et avec loyauté, même lorsque nous étions en désaccord, les décisions du gouvernement. Nous voulons être désormais de véritables partenaires du plan de relance pour lequel la ville investit elle-même
1,4 milliard d'euros cette année. Depuis plus d'un an, Paris anticipe, soutient, accompagne, s'adapte et innove pour faire face à la crise. Nous serons toujours à vos côtés. Groupe Changer Paris, #SaccagepAris, l'économie n'est pas épargnée. Depuis plusieurs années, Anne Hidalgo et ses alliés s'entêtent à saccager Paris sur tous les plans et l'économie n'est pas épargnée. La majorité municipale s'est évertuée à isoler Paris des territoires qui l'entourent. Les aménagements délirants et la volonté délibérée de paralyser tous les déplacements ont achevé d'asphyxier la capitale et ses commerces. Désormais, on ne compte plus les vitrines fermées et la situation va empirer. À cela s'ajoute une démographie en berne. Paris se vide de ses forces vives du fait de la dégradation de son cadre de vie et d'une politique de logement social menée au détriment des classes moyennes. Jusqu'ici, Paris n'a tenu que grâce à son attractivité naturelle, comme capitale administrative, économique et culturelle. Depuis que nous sommes en crise, la capitale décroche. Or, la mairie ne fait rien pour enrayer ce mouvement. Son unique réponse à la crise que nous traversons est d'augmenter encore la fiscalité. La majorité municipale n'a jamais eu de volonté de mettre en œuvre une stratégie de développement économique. Au contraire, elle a dépensé sans compter pendant des années, réussissant l'exploit de creuser la dette de la ville de 7 milliards d'euros alors qu'elle profitait de la manne des recettes touristiques et de la fiscalité sur l'immobilier. Tandis que de nombreux établissements et entreprises menacent aujourd'hui de faire faillite, la ville continue ses dépenses folles, ses subventions massives à des associations amies et ses aménagements ratés dont personne ne veut, mais qui coûtent une fortune. Notre inquiétude est grande face à la dégradation très rapide de la situation économique de Paris. Il est urgent de définir une véritable stratégie économique et de mener un audit des finances parisiennes pour mettre en œuvre un plan de relance au profit des commerces de proximité comme des secteurs d'emploi stratégiques. Des milliers d'emplois parisiens sont en jeu, mais aussi la survie et le rayonnement de la capitale. Groupe écologiste de Paris, Fatoumata Koné, présidente du groupe. L'économie sociale et solidaire, une réponse à la crise de l'emploi. Depuis un an, nous sommes plongés dans une crise économique et sociale sans précédent, la plus grave depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Chaque mois, nous enregistrons de nouvelles destructions d'emplois. Paris n'est pas épargné, c'est pourquoi la capitale doit maintenant repenser son marché de l'emploi, tant dans ses équilibres que dans son fonctionnement, encore très dépendant de la mondialisation. Afin de poursuivre la nécessaire transformation du marché de l'emploi, Paris doit accélérer et renforcer ses dispositifs d'accompagnement des entrepreneurs sociaux. Lucrativité et écart de salaire limité, gouvernance partagée, nouveau modèle d'entrepreneuriat, l'économie sociale et solidaire est le secteur clé de la transformation de notre économie. Avec ses 12 815 structures ancrées dans le territoire et 148 292 employés dans Paris, soit près de 10% de l'emploi de la capitale, l'économie sociale et solidaire a mieux résisté à la crise que l'économie classique. De par leur finalité sociale et ou environnementale, les structures sociales et solidaires sont des acteurs majeurs de la transition écologique et sociale. D'ici 2030, nous nous donnons pour objectif de faire passer de 10 à 20% la part d'entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire et de doubler le nombre de personnes en insertion par l'activité économique d'ici la fin de la mandature. Avec Florentin Letissier, adjoint écologiste à la maire de Paris en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire et de la contribution à la stratégie zéro déchet, le groupe écologiste de Paris est plus que jamais déterminé à créer et consolider de nouvelles filières et à accompagner les Parisiennes et les Parisiens vers le chemin d'emploi non délocalisable, digne, porteur de sens et de cohésion sociale. Groupe communiste et citoyen, Nicolas Bonnet-Oulalge, président du groupe. Nous ne voulons pas d'un Paris ubérisé. En 2020, à Paris, le chômage a augmenté de 15,7%. La ville de Paris souffre beaucoup car les secteurs dans lesquels elle est traditionnellement forte sont ceux qui subissent le plus gros choc: l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, le commerce. De nombreux commerçants ou commerçantes et artisans ou artisanes sont contraints de fermer boutique. Les étudiants et étudiantes ont perdu leur emploi, les loyers impayés,
s'accumulent. Le Secours populaire, la Fondation Abbé Pierre, le Secours catholique et tant d'autres ne cessent de nous alerter sur la précarité grandissante. Cette précarité est le terreau sur lequel se développent les plateformes numériques en tout genre, singulièrement les plateformes de livraison de repas qui ciblent les jeunes en difficulté d'insertion et les travailleuses et travailleurs sans papier, donc corvéables à merci. Face à cela, nous avons obtenu la création d'une maison des coursiers, lieu refuge de repos, de convivialité et d'accès aux droits pour les travailleuses et travailleurs des plateformes. Aussi, nous le constatons quotidiennement dans nos arrondissements, les commerçantes et les commerçants parisiens sont désespérés et ressentent un véritable sentiment d'injustice face aux mastodontes du commerce en ligne qui profitent de leur situation hégémonique. La ville de Paris peut pourtant avoir un rôle de premier plan dans la lutte contre ce phénomène. Nous avons proposé de créer notre plateforme parisienne de vente en ligne, une plateforme de vente respectueuse du droit social et de l'environnement et au service des commerçants et des commerçantes. Géolocalisation des boutiques, recensement par thématique et par produit, mise en valeur du label Fabriqué à Paris ou ouverture des possibilités de livraison des entreprises vertueuses issues de l'économie sociale et solidaire. La crise peut être l'occasion de se réapproprier l'outil de plateforme pour faire connaître nos petits commerces aux habitantes et habitants. Servons-nous de la technologie pour favoriser les pratiques commerciales vertueuses pour l'humain et la planète. Groupe Génération, Nathalie Macquois, présidente, et les élus. Pour mieux vivre à Paris, renforçons nos liens. Depuis plus d'un an, nous apprenons à vivre avec un virus qui a modifié en profondeur nos relations humaines, notre quotidien et notre façon de vivre la ville. Les conséquences sur nos liens et nos modes de coopération sont considérables. Les rapports au travail ont été bouleversés. Surtout, ces derniers mois ont considérablement amplifié les inégalités sociales et aggravé la situation de nombre de Français et Françaises, de Parisiens et de Parisiennes. Nous avons une pensée particulière pour les Parisiennes et les Parisiens, les étudiants et les étudiantes et les jeunes en particulier, touchés de plein fouet par l'isolement, la précarité et la difficulté de vivre et travailler dans des petits espaces. C'est pourquoi nous continuons à nous mobiliser et à agir pour faire de Paris une cité écologique, privilégiant l'urbanisme du quotidien et le droit à la ville. Le plan local d'urbanisme bioclimatique en cours d'élaboration y contribuera. Une cité des libertés et de l'implication démocratique, l'association de toutes et tous au processus de la décision publique et la participation citoyenne est l'une des clés de la compréhension et de l'acceptation des politiques publiques. Une cité des arts et des savoirs, l'école publique en est le pilier. À Paris, elle peut devenir le lieu privilégié de l'éducation artistique et culturelle. Une cité expérimentant le revenu universel d'existence. C'est l'un des meilleurs instruments pour reconnaître la valeur humaine et sociale de tous les engagements et de l'ensemble des activités, salariées ou non. C'est la conquête sociale du siècle et l'une des meilleures réponses à la crise que nous traversons. Retrouvez-nous sur Twitter, @élu-e-8s, Paris-Gênes, et sur Facebook, Élu Génération Paris. Groupe indépendant et progressiste, Pierre-Yves Bournazel, Delphine Burkli et les élus du groupe, Vélib, chronique d'un fiasco annoncé. En 2007, Vélib était une innovation, offrant aux Parisiens une nouvelle mobilité. 14 ans après de multiples rebondissements, Vélib est un échec et un gouffre financier pour les Parisiens. Ce Vélib, quel gâchis! En 2017, le syndicat Autolib Vélib Métropole, dont la gouvernance est dominée par la ville de Paris, renouvelait le marché de délégation de services publics exploité depuis sa création par JC Déco. Contre toute attente, la société Smovengo était choisie. L'opérateur avait-il l'expérience, les références ou encore la surface financière pour faire face à un contrat de cette envergure? Un marché évalué à 600 millions d'euros sur 15 ans avec de fortes contraintes techniques puisqu'il était obligatoire de remplacer la totalité des bornes et de la flotte en y intégrant le vélo électrique. À l'automne 2017, Smovengo promettait alors un déploiement progressif des 1400 stations au printemps 2018. Pourtant, dès les premiers jours de janvier 2018, les couacs et les dysfonctionnements s'enchaînaient. Abonnement impossible à souscrire, absence de bornes et de vélos, panne à répétition, service client saturé, grève du personnel. Un avenir
plus qu'incertain. Alors que le choix du nouvel opérateur s'était porté sur Smovengo pour des raisons principalement économiques, il est aujourd'hui question d'attribuer des rallonges financières évaluées à 4 millions d'euros par an jusqu'en 2024 et entre 4 à 6 millions après 2024. Une fragilité juridique évidente. L'accident industriel d'Autolib, dont l'issue financière est encore à venir, aurait pourtant dû alerter. Une rupture anticipée d'un contrat de délégation de service public coûte cher, très cher aux finances publiques. Nous exigeons aujourd'hui plus de transparence sur la situation où, nous devons le dire sans détour, règne une réelle opacité depuis ses débuts. Il ne suffit pas d'avoir de beaux discours et des projets vertueux sur l'écologie, encore faut-il avoir la capacité de les mettre en application. Groupe Modem, démocrate et écologiste, Maud Gattel, présidente, et les élus du groupe redonnons à Paris sa fierté. Ces derniers mois ont rappelé avec plus d'acuité encore l'importance vitale de notre cadre de vie. Si Paris présente un certain nombre d'atouts et de contraintes structurelles, la capitale doit penser son développement à l'aune de nouvelles priorités, au risque de voir de plus en plus de Parisiens quitter chaque année la ville lumière. L'aspiration des Parisiens à mieux respirer à travers un air plus pur, mais également en bénéficiant d'espaces de respiration, doit être mieux intégrée aux politiques publiques. Non seulement Paris est une des capitales les moins vertes du monde. Moins de 9% de la surface de Paris sont occupés par des espaces verts, contre 29% à Singapour et 20% à Amsterdam. Mais les politiques menées ne prennent pas suffisamment la mesure de la nécessaire préservation et de l'amélioration de notre cadre de vie. L'exécutif, malgré ses effets de communication, poursuit des projets urbains qui ne tiennent pas compte de ces impératifs environnementaux et de santé publique. Entre le recul des derniers espaces de respiration et la végétalisation de nos rues, qui se résume trop souvent à des arbres en pot, nous sommes loin des ambitions écologiques et patrimoniales que mérite notre ville. Le bien-être en ville passe aussi par la propreté et l'entretien de l'espace public. Or, celui de Paris s'est profondément dégradé ces dernières années par manque d'ambition architecturale et d'attention portée au patrimoine urbanistique et végétal, et par l'absence d'entretien des aménagements, qu'ils soient pérennes ou temporaires. Une dégradation continue de notre cadre de vie à laquelle concourent les problèmes récurrents de propreté. À l'aune de la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons, il y a urgence à repenser Paris à hauteur d'homme pour faire de la capitale un espace où il fait bon vivre, où l'on respire et où l'on se sent en sécurité. La révision du plan local d'urbanisme doit démontrer la prise en compte de ces enjeux et se traduire dans le quotidien des Parisiens. Nous y veillerons. Les bons plans à Paris, bénéficiez des avantages proposés par votre magazine à Paris. Un recueil de promenades nature dans Paris. 20 promenades nature dans Paris de Georges Fetterman est un guide pour profiter de la nature et observer la faune et la flore de la capitale. Entre havre de paix, jardins partagés, mini-forêts, potagers, paysages exotiques, squares discrets, arbres remarquables, il y a forcément un coin de nature pour vous. Chaque itinéraire, d'une durée de 2h30 à 3h, s'effectue de métro à métro et comporte un plan facile à lire. Il permet surtout de se reconnecter avec la nature. La nature à Paris comme vous ne l'avez jamais vue, avec 20 promenades nature à Paris. Pour gagner l'un des 3 exemplaires du livre, participez au tirage au sort en envoyant un mail à inviteaparis@paris.fr avec vos coordonnées le mardi 11 mai 2021. Gourde en bambou, double emploi. Avec cette gourde thermos en bambou qui fait aussi théière, vous pourrez déguster vos boissons chaudes ou froides en ayant un impact direct dans la lutte contre la pollution. Utilisez tous les jours une gourde en bambou, eau de Paris, plutôt qu'une bouteille plastique à usage unique. C'est agir pour l'environnement. Pour tenter de gagner une des 20 gourdes théière eau de Paris, envoyez un mail le mardi 1er juin 2021 avec vos coordonnées à inviteaparis@paris.fr. L'aquarium tropical fait peau neuve. L'aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée est un lieu unique et historique. Sa visite offre un fascinant voyage dans le temps et dans l'espace à la découverte d'un monde coloré et mystérieux. Un univers qui a toujours attiré les humains, comme en témoignent l'art et les mythes. Après plusieurs mois de travaux, il s'apprête enfin à rouvrir ses portes au printemps 2021, si le contexte le permet. Pour en prendre plein les yeux à l'aquarium tropical, envoyez un mail avec vos coordonnées à inviteaparis
@paris.fr le mardi 18 mai 2021 et vous recevrez peut-être 2 des 10 places en jeu. Catalogue précieux, diamants, rubis, émeraudes, aigues marines, turquoises, extraites des profondeurs de la terre, les gemmes, pierres précieuses travaillées par l'homme, sont considérées comme des instruments de pouvoir, des objets de séduction, mais aussi des sujets scientifiques. L'exposition du Jardin des Plantes a mis en lumière plus de 700 minéraux, gemmes et objets d'art, qui racontent aussi l'histoire de la Terre, le processus de formation de ces minéraux et les dernières avancées scientifiques en géosciences. Si vous souhaitez gagner l'un des 5 catalogues de l'expo, Pierres précieuses, tentez votre chance et envoyez un mail avec vos coordonnées à inviteaparis@paris.fr le mardi 25 mai 2021.